La plupart des gens peuvent éviter l'hypertension artérielle juste en faisant un peu attention à leurs habitudes de vie. Mais pour ceux qui en font, malgré tout, il y a une nouvelle chirurgie qui est disponible au CHU de Québec. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bon début de soirée tout le monde. Oui, effectivement, il y a près du tiers des adultes qui font de l'hypertension artérielle, souvent un changement d'habitude de vie où le médicament approprié vient régler le problème. Mais d'autres fois, ça persiste et c'est là qu'une dénervation rénale peut aider. Le CHU de Québec a réalisé cette intervention chirurgicale-là le mois dernier. C'était une toute première dans l'Est du Canada. Le reportage de Laurence Royer. C'est ici, dans cette salle, qu'a eu lieu la toute première dénervation rénale dans l'Est du Canada. C'est une intervention au rein qui permet de traiter l'hypertension artérielle. En périphérie des artères rénales, on trouve des nerfs qui appartiennent au réseau sympathique, qui vont s'activer puis qui vont contribuer à faire monter la pression artérielle chez bien des gens. Alors, le principe derrière ça, c'est d'aller détruire ces fibres nerveuses-là pour qu'ils arrêtent d'envoyer ce signal-là puis faire baisser la pression artérielle chez des gens qui ont des problèmes d'hypertension artérielle au long cours, qui sont souvent sous multiples médicaments. Ça fait depuis mes 18 ans que je suis suivi pour de l'hypertension artérielle par mon médecin de famille, par un spécialiste, par un néphrologue. Puis durant les dernières années, on a essayé plusieurs médications, puis on continue d'en mettre, puis malgré des habitudes de vie changées, on a de la misère à le traiter, donc mon néphrologue m'a recommandé l'opération. Alors, ça a eu lieu ici? Exactement. Dans cette salle-là, il y a un mois, pratiquement jour pour jour, on était le 19 février. On était accompagnés, il y avait à peu près 20 personnes autour de ça. C'est une première au Québec, fait que ça intéresse les gens. La procédure dure à peu près 1h30, c'est pas très, très long. On passe par une artère inguinale, l'artère fémorale dans l'aine. On va naviguer avec des cathéters, on va aller dans les artères rénales, faire le traitement. C'est un cathéter qui est conçu spécifiquement pour ça, puis c'est un effet qui est permanent. Là. On n'a pas à refaire cette procédure-là. L'opération est tellement non invasive que c'est à peine des plaies, puis recouvrir de ça, ça a pris 48 heures, même pas, mais c'est des douleurs minimes au bas du dos, plus on se sent raqué un peu. Ça vous stressait pas, ça, de faire partie d'une première? Non, tout le monde avait tellement de l'air heureux de pouvoir appliquer cette nouvelle justement, procédure. Qu'est-ce qui fait que cette intervention-là, elle a été proposée à monsieur ici par rapport à toutes les autres personnes là, qui peuvent souffrir d'hypertension? C'est pas pour tout le monde. Il y a des éléments cliniques à considérer, mais également des éléments anatomiques au niveau des artères rénales et des branches et tout ça. Donc, d'où l'intérêt de discuter de ça en groupe avec plusieurs spécialistes pour dire, ben voici à qui ça peut bénéficier. Puis là, on a une liste de quelques candidats qui sont affectés par une hypertension artérielle résistante ou réfractaire. J'ai pas eu, en fait, plus de tests que les tests normaux de suivi que j'avais. Je pense que c'est plus le fait que mon dossier concordait avec ce qu'ils cherchaient. L'âge, les tranches d'âge, le fait que, on essaie avec différentes médications. Est-ce que vous sentez déjà les effets de cette intervention-là? Pas encore. C'est ce qu'on m'a dit aussi, là, c'est que ça pouvait prendre encore quelques mois avant que ça commence à faire effet. Donc, on est... j'espère très bien d'être capable de me débarrasser au moins d'un médicament, si possible. On espère maintenant que l'accès à cette intervention sera élargi pour traiter un maximum de personnes souffrant d'hypertension artérielle. À l'hôpital Saint-François d'Assise, Laurence Royer pour Nouveau Info. Fermée depuis l'automne dernier en raison de difficultés financières, l'église Notre-Dame-des-Victoires à la Place Royale a pu rouvrir ses portes juste à temps pour Pâques. Je vais aller rejoindre ma collègue Caroline Dumont dans le Petit-Champlain. Caroline, c'est principalement grâce au soutien populaire qu'une première messe a pu y être célébrée cette année. Oui, effectivement, et ça a eu lieu en fin de semaine. Il faut comprendre que l'église Notre-Dame-des-Victoires, évidemment, attire beaucoup, notamment du côté des touristes. Et l'annonce de sa fermeture l'automne dernier, ça a fait énormément réagir. À ce moment-là, c'est des difficultés financières. Je vous rappelle qu'on estimait à tout près de 300 000 le manque à gagner pour l'année 2025. Finalement, à cause et grâce, en fait, aux décisions qui ont été prises en diminuant, en fait, le chauffage, l'éclairage, par exemple, diminuant certains services et les heures d'ouverture, mais ça a permis de ramener tout ça autour de 200 000. C'est pas suffisant, par contre, mais il y a eu des dons qui sont arrivés d'un petit peu partout, finalement, au Québec. Et comme nous l'explique le curé de la paroisse, c'est justement ce qui a permis de rouvrir plus rapidement que prévu, plutôt que ce soit au mois de mai, donc déjà en fin de semaine pour la messe de Pâques.
Alors, on n'a pas fait de campagne de financement. Les gens se sont mis à donner spontanément. Et il y a évidemment des gens de Québec, c'est bien sûr, mais il y a aussi des personnes de l'extérieur, de la région de Montréal, entre autres. Ils ont fait aussi des dons spontanément, de sorte que présentement, on dépasse les 80 000 de dons. Comme on avait évalué les dépenses de fonctionnement seulement de Notre-Dame-des-Victoires à environ 75 000 par année, bien, ça nous permet de conserver donc l'Église ouverte certainement maintenant, mais aussi pendant tout l'hiver 2027. Et malgré tout, Caro, la paroisse Notre-Dame de Québec est encore à la recherche de sommes supplémentaires. Oui, effectivement, parce que, bon, l'Église Notre-Dame-des-Victoires n'est pas la seule à se retrouver dans cette situation-là. On a aussi dû jouer un petit peu avec les horaires, notamment pour l'Église Notre-Dame de la Garde, la basilique cathédrale de Notre-Dame aussi dans la même situation. Bon, ce qu'on dit en général, c'est que les dons qui sont faits par les visiteurs, ça permet de poursuivre une bonne partie du financement de ce côté. Par contre, là où c'est plus problématique, bien, c'est au niveau de l'entretien. Un bâtiment patrimonial, on le sait, c'est dispendieux à entretenir, à maintenir en fonction. Et de ce côté-là, mais dans les dernières années, on pouvait compter sur un programme gouvernemental pour faire certains travaux. C'était le cas ici, notamment à Notre-Dame-des-Victoires, il n'y a pas si longtemps. Un programme qu'on espère voir être reconduit. Il y a eu depuis plusieurs années un programme gouvernemental géré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, où on pouvait, pour nos églises anciennes, patrimoniales, présenter des demandes et le gouvernement assumait une partie des réparations majeures. Ce programme-là, pour le moment, a été suspendu et on a dit on le suspend pour réétudier la façon d'aider les bâtiments patrimoniaux. Mais qu'est-ce que cette étude-là donnerait, on ne sait pas. Merci beaucoup, Caroline. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. C'est une finale à saveur régionale dans le M18-3A. Les Chevaliers de Lévis affrontent le Blizzard du SSF pour la Coupe Jimmy Ferrari, le trophée qui est remis aux champions du circuit. C'était le premier match de la série hier, une partie qui a été remportée 3-2 par les Chevaliers. Mais au-delà de ce qui se passe sur la patinoire, c'est un moment historique pour le hockey dans notre région. Tire sur Guérard, l'arrêt, le retour et le but. Tremblay, le tir, le but! C'est une première dans l'histoire du circuit M18-3. Le Blizzard du SSF a beau avoir 50 ans, les Chevaliers de Lévis ont beau avoir 29 ans. Jamais les deux équipes de la région de la capitale nationale se sont affrontées en finale du circuit M18-3. Et évidemment, c'est une grande réussite pour le hockey de la région, mais ça permet aussi d'ajouter une bonne couche d'intensité à cette série. Les gens de Québec et les gens de Lévis, pas qu'ils s'entendent pas, mais il y a tout le temps il y a le trafic, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, le tramway. Moi, normalement, tu suis les journaux, les nouvelles, il y a quelque chose qui se passe entre Québec et Lévis. À la fin de la journée, nous, on est ici pour jouer au hockey, mais c'est sûr et certain que ça rajoute une petite épice de plus. C'est spectaculaire parce que moi, ça fait 5 ans qu'on entraîne ici le groupe de coach. Ça fait 3 ans qu'on sera en finale. C'est la première fois qu'on voit autant de partisans de part et d'autre. Là, on a juste joué un match, on me dit, mais hier, c'était impressionnant de voir qu'il y avait une foule derrière notre banc, il y avait une foule derrière leur banc. Puis je m'attends que ça va être la même chose chez nous. Fait que ça apporte quelque chose de spécial. Le tir, le but! Le capitaine! Louis-Thomas Lapointe fait des biens! L'aréna est pleine, il y a des caméras, il y a un tailgate en avant, il y a environ 400 steaks qui étaient sur le barbecue, un petit peu tout. À la fin de la journée, je pense qu'ils ont même refusé des gens. Je ne sais pas si ça s'est fait souvent ici au complexe Saint-Augustin, là, mais refuser des gens pour un match midget 3A, il faut le faire. Dans l'esprit de célébration de cette réussite pour le hockey de la région, si tu avais à me parler de ce qui se fait de bien, qu'est-ce qui fait la force du programme des Chevaliers de Lévis, particulièrement dans les dernières années, tu en as parlé, ce serait quoi? Moi, c'est l'attention aux détails. Vraiment, Pierre-Luc, puis pas juste Pierre-Luc, mais l'organisation complète. Tu vas là-bas à Lévis, puis c'est pas juste un match midget 3, mais c'est un show. Puis ça, c'est juste hors glace. Lorsque j'arrive sur la patinoire, bien, c'est la même chose. C'est des petits détails. Donc, le coaching staff fait tout un travail. C'est rien de magie. Je trouve qu'il respecte l'essence du hockey, qui est dans la simplicité, mais c'est ça qui rend la chose la plus belle, finalement. C'est ça, le hockey. Récupère, le tir et le but! Ils comptent sur des bons entraîneurs, des bons intervenants qui viennent, puis ce, à tous les niveaux. Je pense aux As de Québec, qui est marqué aussi avec le SSF à leur école. Il y a vraiment des bons intervenants de hockey, des personnes qui viennent, ce qui fait que les joueurs sont bien encadrés à partir d'un très jeune âge. Puis après ça, bien, ils montent dans leur structure, puis ils arrivent au M18-3A. C'est une belle région de hockey qu'on connaît depuis toujours. Fait qu'à partir de là, je pense que c'est ce qui crée qu'à chaque année, on a des bonnes équipes.
Le deuxième match de la finale se déroule ce soir derrière moi au complexe sportif Saint-Augustin-de-Desmaures et se poursuivra au domicile des Chevaliers derrière moi mercredi et jeudi soir. À Lévis, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. On va parler de sport un peu parce qu'il y a eu une grosse bombe hier dans la Ligue nationale de hockey. Congédiement de Patrick Roy par les Islanders de New York. On en parle avec notre collaborateur journaliste au Soleil, Mick Lalancette. Mick, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du directeur général Mathieu Darche? Quand on ne gagne plus, Mathieu, c'est hallucinant à quel point le discours peut changer. Hein? Mathieu Darche, récemment, disait qu'il y avait beaucoup d'admiration pour Patrick Roy, qu'il était content de son entraîneur, que c'était deux amis et tout ça. Et là, en l'espace de 2 semaines, 3 victoires seulement à leurs 10 derniers matchs, 4 défaites d'affilée. C'était la première fois que ça arrivait depuis l'embauche de Patrick à New York. Eh bien, bonsoir, il est parti. Et c'est drôle parce que dans les dernières heures, Mathieu, je me suis tourné vers nos collègues de New York pour savoir un peu comment ils ont vu la situation évoluer dans les derniers jours, dans les dernières semaines, pour leur demander à quel point, selon eux, qu'est-ce qui a fait la différence. Et il y a 2 choses qui ressortent. Premièrement, la dernière semaine, les Islanders ont très mal paru. Le niveau d'engagement, le niveau d'énergie n'était pas du tout au rendez-vous. Et même quand Patrick Roy s'adressait à ses joueurs, on sentait presque un désintérêt. Ben oui, exactement. C'est une équipe qui devrait être beaucoup plus combative. Elle ne l'était pas. Et ça a inquiété. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était le fait que l'objectif éliminatoire s'éloignait de plus en plus et qu'il y avait des candidats sur la voie d'évitement. Puis, on le sait, dans la Ligue nationale, ce sont des portes tournantes. Ce sont toujours les mêmes coachs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et il y avait Peter DeBoer. Visiblement, Mathieu Darche l'aimait beaucoup. Alors, je suis très déçu. Moi, je suis très déçu parce que je connais bien Patrick et je suis convaincu que de ne pas pouvoir terminer ce qu'il a commencé, ça, pour lui, c'est un gros échec à ses yeux. Bien, c'est certain. Et maintenant, qu'est-ce qui l'attend, d'après toi, dans la Ligue nationale? Bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec nos équipes canadiennes, parce que les Sénateurs d'Ottawa, les Maple Leafs de Toronto, ce sont 2 équipes qui, en ce moment, sous-performent. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des changements de ce point de vue-là? Est-ce que ça peut ouvrir une porte à Patrick? Il est trop passionné, Mathieu, pour lancer la serviette, faire une croix sur le hockey. Moi, je n'y crois pas. Par contre, ceux qui, à Québec, rêvent de voir Patrick Roy revenir avec les remparts de Québec, retourner faire de l'autobus au Cap-Breton, là, tu sais, comme il nous avait dit dans un point de presse à un moment donné. Ça, je pense qu'il faut oublier ça. Est-ce qu'il pourrait revenir? Dans l'éventualité où ce que dans la Ligue nationale, ça ne débouche pas, est-ce qu'il pourrait décider de revenir dans le junior, se contenter d'un rôle de directeur général? Tu sais, moi, Patrick Roy, il a 60 ans. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'il dirige une équipe de hockey, que ce soit dans le junior, que ce soit dans la Ligue nationale. On l'a vu au Colorado, on l'a vu à New York. Mais il aime trop ce sport-là pour s'en éloigner pour toujours. Moi, je ne crois pas à ça. Mais de là à dire qu'il s'ennuie de manger du poulet fret sur ses genoux dans l'autobus, ça, c'est une autre paire de manches. Peut-être que non, en effet. Et puisqu'on parle de hockey de la Ligue nationale, il y a le Canadien qui a sécurisé, lui, sa place en série éliminatoire en fin de semaine. Mais ce que tout le monde regarde, ce qui capture l'attention, c'est Cole Caulfield. Tous les yeux sont sur lui, mais c'est beaucoup de pression. Oui, puis c'est en train de devenir une distraction, Mathieu. On l'a vu, Martin Saint-Louis, hier, dire « J'aurais aimé ça qu'il marque, qu'on se débarrasse de ça, qu'on arrête d'en parler. » Parce que, bon, on le sait, chez le Canadien, il n'y en a pas eu depuis Stéphane Richer, des marqueurs de 50 buts. Il y a du prestige, je veux dire, c'est exceptionnel, les niveaux de performance de Cole Caulfield. Mais on le voit avec sa gestuelle, on l'a vu rentrer au banc frustré, même demander à la foule de se taire, parce qu'il est tanné d'entendre parler de ça, il s'en fait parler dans les entrevues, les gens ne parlent que de ça. Moi, il va l'atteindre, Mathieu, il reste 5 matchs aux Canadiens. Je vois pas comment Cole Caulfield va rater cet objectif-là, mais dans le moment, c'est plus négatif que positif sur les performances de l'équipe parce que tout le monde précipite tellement les gestes pour le faire marquer que le Canadien est devenu prévisible sur la glace et c'est devenu contre-productif. Alors, j'ai hâte de voir comment il va gérer la suite, mais c'est tout un marqueur de hockey, puis un marqueur de but, puis on aime tellement ça au hockey. Merci beaucoup, Mick Lalancette. À bientôt. Il y a une nouvelle fraude qui circule en ligne, puis en plus, c'est une fausse action collective. Il y a une fraude par texto qui prétend que les destinataires ont droit à un soi-disant règlement sur le lait, mais il n'y a aucun recours collectif de ce type-là qui existe. Les messages invitent les utilisateurs à cliquer sur un lien et à fournir des informations personnelles. Et ça, selon les experts, ça s'inscrit dans une tendance plus large où les fraudeurs exploitent des affaires légitimes pour rendre leurs arnaques plus crédibles. Selon l'expert en cybersécurité Terry Cutler, qui a été consulté par nos collègues de CTV, les escrocs utilisent des données personnelles pour envoyer des messages en
masse, conçus pour paraître légitimes. Ils accèdent à des adresses courriels puis à des numéros de téléphone et ils envoient en masse des messages qui disent « Vous avez droit à un paiement, cliquez sur le lien ». Si on vous demande de cliquer sur un lien par message texte, bien évidemment, c'est conseillé de ne pas cliquer sur ce lien-là. Vous pouvez rechercher le